Mais au lendemain de Noël et de ces traditionnels échanges de cadeaux, on va s'intéresser ce matin, pour commencer, au marché de l'occasion. Peut-être avez-vous reçu ou offert des cadeaux de seconde main ce week-end. C'est une tendance qui a pris de l'ampleur sous l'effet des difficultés économiques, de l'inflation et aussi d'une prise de conscience écologique. Peut-être également avez-vous déjà remis en vente sur les plateformes en ligne le joli pull de Tata Louisette ou le jouet des enfants. On y viendra dans une seconde. Il faut savoir qu'en France, le marché de l'occasion pèse déjà 9 milliards d'euros. Alors, quelles sont les tendances sur ce marché? Quels sont les produits qu'on n'hésite plus à revendre ou acheter de seconde main? Ce nouveau rapport à la consommation est-il aussi vertueux pour la planète qu'on voudrait le croire? Et à qui profite vraiment le boom du marché de la seconde main, du marché de l'occasion? Vous témoignez, vous réagissez, vous posez vos questions. 0826 300 300. Si vous avez déjà l'habitude de revendre, vous nous appelez. Si vous avez l'habitude d'acheter, vous nous appelez également. Et pour en parler avec nous ce matin, Patrice Duchemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de la consommation. Et Théodore Chastel, cofondateur du Tricycle. Bonjour. Bonjour. C'est une toute jeune entreprise, le Tricycle. C'est une entreprise spécialisée dans le domaine des jouets d'occasion, c'est bien ça? Comment ça marche? Tout à fait. On s'est lancé il y a 3 mois et concrètement, on vient collecter à domicile les jouets des parents qui ont envie de vendre des jouets dont leurs enfants ne se servent plus. Ouais. Derrière, on les collecte, on les ramène à l'atelier, on les reconditionne, on les nettoie, on les trie et derrière, on les vend sur notre plateforme, notre boutique en ligne. Alors, on viendra tout à l'heure au type de jouets qui ont connu le plus de succès, mais globalement, bilan de ce premier Noël, puisque vous le disiez, l'entreprise a été lancée il y a 3 mois, donc c'est votre premier Noël. Exactement, notre premier Noël et on est ravis. En 3 mois, on a déjà vendu des centaines de jouets. On a collecté des milliers de jouets et on voit vraiment un engouement des parents pour la seconde main et qui s'accélère au fil des années. Alors, en imaginant peut-être que les jouets de seconde main que vous avez vendus pour Noël vont à nouveau être revendus sur le marché de l'occasion, comme on le disait tout à l'heure, car à peine déballés, sitôt revendus, on a enregistré hier un record de mise en ligne sur les sites internet de vente de produits d'occasion. Maxime Trouleau. Oui, absolument. Comme la plateforme Rakuten, par exemple, à 15h déjà hier, plus de 650 000 cadeaux ont déjà été mis sur Internet. Et selon une étude Kantar pour eBay, près de 7 millions de Français vont revendre au moins un de leurs cadeaux sur Internet. C'est tout de même, Thierry, 500 000 Français de plus que l'année dernière. En tout cas, sachez que quoi qu'il arrive, hormis exception, le cadeau que vous souhaitez revendre, même neuf, même encore dans son emballage d'origine, a déjà perdu 30% de sa valeur. Et pour cette année, d'ailleurs, beaucoup de Français ont déjà commencé à revendre leurs cadeaux sur ces sites. Oui, on l'estime aujourd'hui à peu près 7 milliards d'euros en France, 86 milliards pour toute l'Europe. La raison, on en parlait, l'inflation avec des cadeaux toujours plus chers. Et puis, il y a aussi un intérêt écologique grandissant pour éviter, tout simplement de gâcher des cadeaux achetés dans des vides-greniers, des brocantes, mais aussi de plus en plus sur des sites internet. D'ailleurs, hors Noël, tout au long de l'année, l'occasion où le reconditionné est de plus en plus prisé par les Français. 7 Français sur 10 achètent des vêtements de seconde main, comme sur Vinted par exemple, et 1 sur 5 a déjà revendu son smartphone sur des plateformes comme Black Market. Merci Maxime. Alors Patrice Duchemin, vous êtes sociologue, peut-être comprendrez-vous quelque chose qui m'échappe un peu, c'est que les gens s'obstinent à offrir des cadeaux à Noël, c'est tabou de ne pas le faire, même si les gens chez qui vous allez vous disent surtout pas de cadeaux cette année. Donc les gens achètent des cadeaux qui sont revendus le lendemain de Noël à 30% en moins que leur valeur. Il y a une logique qui m'échappe un peu. D'abord, je ne sais pas s'il y a vraiment une logique dans tout ça. La première chose qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a une forme de décomplexion, je dirais, des consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, acheter ou revendre, on peut revendre aussi facilement qu'on achète, je dirais. Donc, je pense qu'il y a une forme un nouveau rapport à la consommation. Ça, c'est le premier point. On est moins gêné. Ce qui me paraît être le plus important, en fait, dans toute cette histoire d'achat et de vente, de revente, en particulier après Noël, qui est en fait une sorte de nouveau marronnier pour les médias aussi, il faut quand même le reconnaître, c'est-à-dire qu'en fait chaque année on aime bien entretenir l'idée qu'on revend les cadeaux qu'on a faits et que Tante Louisette s'est trompée. Mais moi je pense que Tante Louisette est plus informée en 2022 qu'elle l'était en 1972 et donc Tante Louisette a plutôt moins de risques, je dirais, de se tromper ou moins de chances de se tromper, ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Et donc en fait aujourd'hui ce que moi je retiens, c'est qu'en fait le cadeau en fait il est de passage, c'est-à-dire qu'autrefois, si je puis dire, on disait oui le cadeau offert
avait un côté sacré. Aujourd'hui, il est désacralisé, donc il n'est pas forcément obligé de rester dans vos placards, dans vos penderies ou sur vos tables et bibliothèques ad vita aeternam. Donc en fait, aujourd'hui, on évite quand même de dire à Tata Louisette qu'on a revendu son pull en général. On évite de lui dire, mais Tata Louisette a quand même 2 yeux, elle a parfois encore des oreilles, et donc elle est capable de comprendre et d'entendre ce qui se raconte sur son dos. Mais en fait, moi je pense que c'est plutôt que comment dirais-je, de s'acharner sur la pauvre Tata Louisette. Je pense que la vraie raison, c'est que peut-être que l'on demande des cadeaux et on ne sait pas trop ce qu'on demande. Peut-être qu'il y a une forme de versatilité, c'est-à-dire que les consommateurs ont envie de changer d'avis. Mais il y a quand même, pour moi, alors je vais prendre un mot d'intellectuel, le grand paradigme aujourd'hui, c'est qu'en fait, la consommation n'a pas pour vocation de finir par d'être synonyme d'accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, cette rime qui était assez agréable à nos oreilles, accumulation, consommation, plus j'achète, je cumule, je remplis mes placards. Aujourd'hui, la consommation, c'est synonyme de circulation. La rime est restée intègre, mais en fait, la circulation, ce qui veut dire qu'en fait, chaque produit, est l'occasion de récupérer un peu d'argent ou d'en acheter un autre, parce qu'en fait, finalement, si ce pull m'a pas plu, je peux peut-être acheter un autre pull. Ça veut pas dire que je suis contre les pulls. Donc, ça signifie que il y a des manières aujourd'hui de gagner de l'argent avec des produits achetés, ce qui est quand même un peu nouveau pour la consommation. Alors, il y a quand même un tabou qui semble avoir cédé, c'est d'offrir des cadeaux d'occasion, et notamment, on voit l'exemple avec le tricycle, Théodore Chastel, offrir des jouets de seconde main à ses enfants. C'était un peu tabou d'offrir des produits d'occasion avant. Exactement. Si on remonte encore à il y a quelques années, offrir un jouet d'occasion pouvait être synonyme d'un parent radin. Et alors offrir un jouet d'occasion à un enfant, à son neveu ou à sa nièce, c'était encore pire. Alors que les enfants n'ont pas forcément le sens de la valeur marchande d'un produit. Exactement, et j'en ai fait l'expérience ce Noël. J'ai offert des jouets d'occasion à mon neveu, à ma nièce. Et je peux vous assurer, je peux vous assurer qu'ils étaient contents. Ils n'y ont vu que du feu. Et voilà, donc c'est vraiment un travail à faire pour toutes les marques, toutes les plateformes, d'éduquer les parents et de les amener à changer leur manière de voir les choses et leur manière de consommer. Les mentalités des Français, des citoyens du monde doivent changer. Aujourd'hui, c'est un impératif par rapport au contexte actuel du réchauffement climatique. La seconde main, c'est un levier pour faire en sorte de diminuer les émissions carbone de notre consommation de biens matériels. On doit aller dans ce sens et c'est une très bonne chose, et c'est une très bonne chose que les mentalités changent. Alors restons sur cet exemple du jouet qui est intéressant et que vous représentez. Typiquement, le jouet, c'est un produit qui a une durée de vie entre les mains d'un même enfant assez limitée. Les enfants se lassent rapidement d'un jouet. Donc l'idée, c'est de lui donner cette seconde vie et de le faire durer dans le temps, plutôt que d'aller à la poubelle. Tout à fait. J'ai le chiffre précis. Un jouet a une durée de vie moyenne de 8 mois. Ah oui. Donc entre 8 mois. En fait, il faut bien comprendre que les enfants... On va pas jusqu'au Noël suivant. Non, il faut bien comprendre que les enfants grandissent vite, et un jouet pour un enfant de 2 ans n'est pas le même jouet pour un enfant de 3 ans que pour un enfant de 4 ans. Les enfants reçoivent des jouets de leurs parents, mais de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs grands-parents. Ils ont une accumulation de jouets chez eux, et donc, bien évidemment, la plupart des jouets ne sont pas utilisés et restent au fond des placards. Ouais. Donc c'est très important de mettre en place cette circularité pour éviter que les jouets traînent au fond des placards et leur redonner le plus vite possible une seconde vie. Alors j'avais noté un autre chiffre qui est parlant. Selon l'ADME, 100 000 tonnes de jouets sont jetés chaque année, finissent à la poubelle. Les jouets que vous vendez sur le tricycle sont différents de ce qu'on trouve dans les grandes enseignes du secteur et qui sont présentés comme les best-sellers de l'année? Alors, bien évidemment, on a vous êtes plutôt sur des trucs un peu plus traditionnels. Alors nous, on a vraiment toutes sortes de jouets. Sur notre plateforme, on a plus d'une centaine de marques déjà aujourd'hui. On a des jouets traditionnels en bois. On va avoir aussi des jouets en plastique, des figurines. On va avoir des pluches. On va vraiment avoir toutes sortes de jouets. L'essentiel, c'est que les jouets soient en bon état, voire très bon état, voire quasi neufs, comme ça arrive très souvent, et qu'ils puissent avoir une seconde vie. Notre objectif, c'est que les jouets passent d'enfant en enfant et soient utilisés le plus longtemps possible pour éviter l'achat de jouets neufs. Un mot encore sur le tricycle, le site internet que vous avez fondé. Le Bon Coin
avec près de 30 millions de visiteurs par mois, est aujourd'hui s'est imposé comme le leader sur le marché de l'occasion. Est-ce que ça laisse une place aux petits concurrents? Je dis ça sans voilà. Est-ce que ça laisse une place aux petits concurrents que vous êtes sur certains secteurs? Alors nous, on apporte quelque chose de vraiment très différent à l'expérience qu'on peut retrouver sur une plateforme comme Le Bon Coin, à la fois côté vendeur et côté acheteur. Le Bon Coin, c'est très bien que ça existe, mais aujourd'hui, 99% des Français connaissent Le Bon Coin, et peut-être 100%, et pourtant, voilà, il reste énormément à faire pour démocratiser la seconde main. Chez le Tricycle, côté vendeur, on va proposer une expérience beaucoup plus fluide, intuitive. Vous n'allez pas avoir besoin de faire vos photos, de créer vos annonces, de faire vos colis. Aujourd'hui, un parent qui veut vider ses placards à la fois pour vendre des jouets et des vêtements, s'il a 20, 30 vêtements ou jouets à envoyer, il va y mettre des jours, des heures. Nous, voilà, ce qu'on propose, c'est de la collecte à domicile. Ça se fait en quelques minutes et c'est très simple. Partout en France ? Aujourd'hui, la collecte à domicile est à Paris et Petite Couronne. Et pour le reste de la France, on propose aux parents de nous envoyer tous leurs jouets via un colis, par voie postale. Ok. Est-ce qu'il y a, Patrice Duchemin, des clivages, si on regarde le profil des consommateurs de seconde main, en termes d'âge, de revenus, de géographie, pourquoi pas ? Non, je pense que, alors j'ai pas de chiffres précis, à part mes intuitions qui sont toujours très précises, mais je pense que ça concerne toute la population, mais pas avec les mêmes motivations. C'est ça qui me paraît intéressant. C'est que là encore, c'est un peu une vérité sociologique de la consommation d'aujourd'hui, c'est que les différences sont pas tant entre les CSP, des catégories socio-professionnelles, entre le revenu des gens, qu'entre leur motivation. C'est-à-dire que vous allez avoir, parmi, j'imagine, la clientèle de Tricycle, vous avez peut-être des seniors qui sont un peu conscients, c'est des seniors sont très conscients, un peu conscients des enjeux écologiques et qui vont trouver là une forme de modernité aussi, donc une nouvelle manière de consommer et aussi de se donner un rôle. Puis vous allez avoir des gens qui sont dans une situation économique qui sera plus tendue, comme on dit aujourd'hui, donc qui seront plutôt à la recherche de bonnes affaires, et puis d'autres qui seront élevés quand même dans l'idée de la transmission et donc qui trouvent que c'est intéressant, parce qu'il faut quand même jamais l'oublier, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le virtuel et le Tricycle illustre parfaitement, c'est jamais qu'une captation du réel. C'est-à-dire le virtuel est une captation du réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il suffit de faire un vide-grenier dans n'importe quel micro-village de France pour voir que l'offre la plus majoritaire dans un vide-grenier, c'est les jouets. Donc, fort de cette réobservation, on ne peut plus réel. Et bien après, on fait monter le réel dans le virtuel et ça fait Tricycle et d'autres fournisseurs. Mais tout à l'heure, c'était amusant parce que quand Théodore a décrit les cadeaux qu'il avait fait à ses neveux et à ses nièces, si j'ai bien entendu, et je crois que tout est dans les détails, il a dit, la bande pourra témoigner, ils n'y ont vu que du feu. C'est ça aussi qui m'a semblé intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, avant, quand on offrait un jouet recyclé, on n'y voyait pas que du feu, c'est-à-dire qu'on voyait bien que le jouet était un peu abîmé, etc. Et aujourd'hui, c'est un des points forts de Tricycle, c'est que c'est le reconditionnement, c'est-à-dire qu'on peut plus tellement parler de recycling, mais peut-être même d'upcycling, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le produit, une fois qu'il est nettoyé, remis, je dirais, en forme, eh bien, il peut avoir toute l'apparence d'un jouet neuf. Ça, c'est un point très important. On verra dans un instant si, effectivement, le marché de l'occasion est aussi vertueux pour la planète qu'on voudrait le croire, qu'il n'y paraît. On se retrouve dans quelques minutes. Il est 11h30, pile poil sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 10h30, 13h, Thierry Staner. Et on parle ce matin du boom du marché de l'occasion avec nos invités Patrice Duchemin, sociologue de la consommation, et Théodore Chastel, cofondateur du site Le Tricycle, qui remet en circulation des jouets d'occasion. Et puis bien sûr, vous réagissez, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous-même avez l'habitude d'acheter des produits d'occasion, des produits de seconde main, ou peut-être même si vous en avez reçu ou offert à Noël ce week-end. Alors, le marché de l'occasion aujourd'hui, Patrice Duchemin, c'est plus seulement réservé, vous disiez qu'il y avait plusieurs facteurs de motivation, c'est plus seulement réservé à ceux qui auraient des difficultés de fin de mois, des problèmes d'argent. C'est devenu aussi une espèce de tendance écolo, mais presque une tendance un peu chic, j'ai envie de dire. C'est un peu bobo.
C'est un peu chic si les gens qui sont à la manette sont un peu chics et un peu bobos. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que si c'est la motivation et une motivation économique, c'est tout de suite un peu moins chic. En tout cas, ce que je crois être important, c'est qu'il y a une forme de responsabilité aujourd'hui chez les consommateurs. Alors là, aujourd'hui, on parle du jouet recyclé, mais les gens qui achètent des voitures hybrides, les gens qui font leurs vêtements eux-mêmes, qui tricotent, des gens qui achètent en vrac, etc., etc. On voit un peu partout dans la société de consommation, la société de consommation qui aurait pu longtemps être synonyme de société de consommation, c'est-à-dire qui consistait simplement à brûler tout jusqu'à ce que mort s'en suive. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté des consommateurs, alors parce qu'il y a eu Greta Thunberg et parce qu'il y a une situation climatique qui est ce qu'elle est, on voit qu'il y a une forme de responsabilité. Et aujourd'hui, je pense que, y compris pour acheter un parfum, cette année, vous avez dû voir des publicités où on vous met en avant, non pas l'égérie, non pas le flacon, mais la capacité du flacon à être recyclé et être rempli par des doses de recharge. Et donc, tout ça, en fait, crée une sorte de vague vertueuse qui fait que le consommateur 2022 n'est en aucun cas le consommateur 2012. Et cette forme de responsabilité, finalement, le tricycle ou les jouets recyclés en sont une des ultimes facettes. Ouais. Théodore Chastel, je rappelle que vous êtes une toute jeune entreprise. Est-ce que vous avez déjà, dans votre fichier client, analysé des types de profils CSP, hommes, femmes? Alors nous, on se rend bien compte, en effet, qu'il y a plusieurs motivations pour acheter de la seconde main, surtout dans le contexte actuel économique. Et la seconde main est aussi une façon de regagner un peu en pouvoir d'achat, notamment en cette période de fête de fin d'année. Le côté prise de conscience écologique est aussi bien évidemment une motivation très forte. Et nous, c'est vraiment notre angle d'attaque. C'est la raison pour laquelle on a créé cette société à mission. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que la seconde main devienne un acte naturel dans le secteur du jouet, de la même manière que d'autres entreprises avant nous l'ont fait sur d'autres secteurs. Et en termes de catégories socio-professionnelles, on n'a pas encore assez de recul pour vous donner des informations précises, mais on voit bien qu'on touche un large panel de la population. Et après, leurs motivations, bien évidemment, sont différentes selon les personnes. Patrice Duchemin, est-ce que la crise sanitaire qu'on a traversée ces 2 dernières années, avec ces confinements et puis ces listes de produits non essentiels, on s'en souvient, est-ce que ça a modifié en profondeur le comportement des consommateurs par rapport aux produits d'occasion notamment? Je dirais que la crise sanitaire a eu beaucoup d'impact sur nos manières de consommer. Dans l'alimentaire, par exemple, une grande attention portée aux origines, mais également dans la distribution, une grande attention portée aux conditions de travail des acteurs de la distribution, et puis également une forme de, ce que je disais tout à l'heure, c'était une forme de responsabilisation, une forme de conscientisation, une forme de prise de conscience qui fait que le jouet recyclé ou le jouet de seconde main trouve là-dedans une place totalement naturelle. Je ne corrélerai pas le succès du jouet d'occasion, du jouet recyclé. D'ailleurs, on dit plutôt du jouet recyclé que du jouet d'occasion. C'est intéressant le choix des mots, mais du jouet qui circule, parce qu'en fait, il correspond à une nouvelle manière de consommer. Il en est qu'un des attributs. Mais je voudrais quand même souligner, parce qu'à chaque fois, il faut défendre ce pauvre bobo. Après avoir défendu Tante Louisette, je vais tenter de défendre le bobo. C'est-à-dire que c'est très facile de se moquer du bobo, qui est effectivement l'objet de beaucoup de sketchs, de caricatures et l'objet de nombreux youtubeurs. Mais en fait, le bobo, pour moi, c'est l'appartement témoin ou le laboratoire du futur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le bobo aime bien, ce sera du bio, c'était encore le bobo, le recyclé, c'est le bobo, les enfants élevés un peu différemment, c'est le bobo. En fait, on présente toujours à la fois le bobo sur un axe très ambivalent, et il est à la fois très marginal, donc, et en même temps, il annonce le futur, vous voyez. Donc, et en fait, le bobo était aussi l'ancêtre du jeu en bois, et cette année, j'ai vu des campagnes de pub pour d'une enseigne low cost, dont je tirais le nom, dont je tairais le nom, c'était pour des jouets en bois. Donc, les jouets en bois associés à du low cost, alors qu'il y a encore quelques années, jouets en bois égale bobo, et bobo égale tout de suite parisien, argent, etc., etc. Alors, les jouets en bois auxquels vous faites référence, pas forcément fabriqués au coin de la rue. Alors, pas forcément fabriqués dans le Jura, parce que le coin de la rue, c'est pas le Jura, mais effectivement, c'était joué en bois. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est quand même super intéressant. Et en fait, moi, ma conviction, c'est que si on veut inventer la consommation de demain, il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal. Il suffit d'observer ce qu'on considère comme étant des comportements marginaux. Alors,
les comportements marginaux, c'est pas les comportements des punks à chiens, hein. Les comportements marginaux, c'est les comportements des gens qui ne consomment pas comme les autres. Il y a quelques années, c'était des véganes. Aujourd'hui, c'est devenu totalement accepté. Il y a quelques années, c'était des jouets recyclés ou des jouets qui circulaient. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus la norme. Et donc, ça, c'est un peu très intéressant parce qu'en fait, le changement de la société, il passe toujours par la marge. C'est la marge qui tient la page, comme aurait dit Godard, mais qui n'a rien à voir avec ce sujet. Mais c'est la marge qui tient la page. C'est-à-dire qu'en fait, la société, elle vit parce qu'elle a des marges. Et aujourd'hui, le jouet recyclé, il y a beaucoup d'acteurs. Hein. Je pense que Théodore pourra témoigner. Il y a de plus en plus d'acteurs. Mais je vois aussi des grandes enseignes qui commencent à s'intéresser à ce secteur et des grandes enseignes qui organisent elles-mêmes maintenant désormais leur recyclage. On y viendra dans un instant, mais alors il n'y a pas que... Alors on s'intéresse aux jouets parce que le tricycle est avec nous ce matin, son représentant du moins, mais il y a les textiles, il y a les vêtements, il y a les chaussures, il y a les montres, enfin tout se vend d'occasion aujourd'hui. Et peut-être l'alimentaire. Avec les produits vendus en fin de DLC, date limite de conservation, oui. Des produits, vous voyez, on s'éloigne de l'occasion quand même. Ah oui, mais on s'éloigne si on le décide. Mais alors, une critique faite au marché de l'occasion, c'est qu'il ferait du tort aux dons et à la générosité. Est-ce qu'on peut mesurer cette baisse des dons, notamment chez Emmaüs, pour prendre un seul exemple? Avant, c'est vrai que la seconde main, l'occasion, c'était synonyme de solidarité et de dons. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que on n'a pas parmi nous des acteurs du monde des associations, mais je pense que les grandes victimes, parce qu'il y a toujours une victime, hein, win-win, ça n'existe pas, hein, sauf sur les papiers. Dans la réalité, il y a toujours un perdant, donc c'est win-win-lose. Et la lose aujourd'hui, c'est du côté des associations, parce qu'effectivement, les vêtements, aujourd'hui, vous allez déposer un vêtement à Paris dans un point de collecte. Il y a fort à parier que dans la nuit, le point de collecte va être visité par des gens qui vont récupérer le vêtement que vous avez donné, non pas parce que ce sont des représentants de l'association, mais pour le revendre. C'est-à-dire qu'il y a cette idée aujourd'hui qu'on peut trouver détestable, qui est qu'en fait, il n'y a pas un objet qui n'a pas de valeur. Donc même un objet qui a fini son cycle de vie peut encore avoir une valeur de revente. Donc ça, c'est un truc que n'auraient pas pu imaginer nos parents ou nos grands-parents. C'est-à-dire que on disait en économie autrefois le consommateur, le destructeur final. C'est-à-dire qu'on considérait que le consommateur était le dernier chaînon le dernier maillon de la chaîne. Et bien en fait, aujourd'hui, même un produit que vous mettez dans la poubelle, si vous êtes un peu malin, vous pouvez le récupérer. C'est quand même assez incroyable. Et du coup, les associations, donc là, il y a pour moi la prochaine étape, c'est qu'il faut que le tricycle et les autres, s'associent à des associations, parce qu'en fait, il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que dans maintenant ce qu'on va considérer le tas de jouets à recycler, il peut y avoir une partie de ce tas qui va être donnée aux associations. Tas n'est pas péjoratif, et l'autre une partie qui peut être remis dans l'économie solidaire. Mais on voit bien qu'il y a une nouvelle étape. C'est en cela que la consommation, c'est vraiment un puits sans fond. C'est-à-dire que sitôt la circularité est mise en place, il faut déjà inventer les conditions de créer du don sur la circularité. C'est une forme de mise en abîme. Théodore Chastel, comment vous imagineriez de participer à cette économie solidaire avec des associations Alors, très concrètement, nous, on a mis en place le principe du jouet suspendu. Voilà. Pour chaque carte cadeau achetée sur notre site, nous offrons, nous, le tricycle, un jouet à une association pour permettre à un enfant dans le besoin qui n'a pas les jouets qu'il aimerait avoir de recevoir ce cadeau. Je suis à moitié d'accord avec Monsieur Duchemin. En effet, on n'est pas forcément dans un système gagnant-gagnant entre une association, enfin le monde associatif et le modèle des entreprises. En revanche, selon moi, avec la progression de la seconde main, nous, notre objectif, c'est que les vrais perdants soient, par exemple, dans le milieu des vêtements, les acteurs de la fast fashion, et les entreprises qui créent des produits neufs à l'autre bout du monde. Nous, on a envie que ce soit ces entreprises-là les perdants, et on est persuadé qu'on a des modèles à co-construire avec le monde associatif pour faire en sorte de trouver un système gagnant-gagnant entre les entreprises à mission qui veulent promouvoir la seconde main et le monde associatif. Ouais, en même temps, c'est la fast fashion, notamment, qui amène de l'eau au moulin du marché de l'occasion. Exactement. Patrice Duchemin. Et oui, c'est un peu non, mais je comprends très bien le point de vue de Théodore, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, on est à moitié d'accord, parce qu'on est à moitié en désaccord. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu, si le fait d'aller vers l'économie circulaire limitait le fait d'aller vers l'économie de la fast fashion, je dirais bravo. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les acteurs de la fast fashion n'ont pas été ralentis. Et je parle pas simplement de cette année, mais ils sont sur un trend
de croissance, et parallèlement se développe l'économie solidaire. Donc on voit bien que l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, on voit bien que tout ça, l'un n'a pas vocation à remplacer l'autre. Ça aussi, je voudrais le dire, c'est un point très important, c'est que quand il y a un nouveau système de consommation qui s'installe, comme l'économie solidaire, elle ne remplace pas l'économie normale. Elle vient s'installer à côté. Et aujourd'hui, vous avez dans des familles, à la fois, on peut imaginer une famille simple, une famille moyenne, une famille normale, entre guillemets, eh bien, il y aurait à la fois une partie de jouets qui sont des jouets neufs, et puis une partie de jouets qui sont des jouets solidaires, et puis peut-être une partie de jouets qui sont faits par des artisans locaux ou faits par la grande-tante. Je vais pas encore citer Tata Louisette, mais Tata Louisette elle a fait des choses par elle-même. Il y aura peut-être aussi du craft, c'est-à-dire des choses faites à la main. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que un système n'écrase pas l'autre, il vient en complémentarité. Donc, cette idée que plus il y aurait de jouets recyclés, moins les gens iraient acheter des jouets fabriqués en Chine, je n'y crois que au quart. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de temps pour qu'on y arrive. On s'intéressera dans quelques instants à ces enseignes qui ont pignon sur rue et qui aussi développent ce corner, ce rayon du marché d'occasion. Il est 11h43, vous écoutez Sud Radio, c'est bien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et on parle ce matin du marché de l'occasion qui est en plein essor, en plein boom, avec Patrice Duchemin, sociologue de la consommation, et Théodore Chastel, qui est le cofondateur du Tricycle. Avant la pub, on s'interrogeait sur le fait de savoir si ce marché de l'occasion, ce marché de la seconde main, se développe au détriment du don et de la solidarité aux associations. On parlait d'Emmaüs notamment. Théodore Chastel, vous n'en êtes pas si sûr. Tout à fait. Moi, ma vision, c'est que la seconde main, c'est l'avenir. C'est ce qui va nous permettre, c'est un des leviers qui va nous permettre demain de faire en sorte que notre impact carbone en termes de biens de consommation diminue drastiquement. Pour rappel, pour atteindre les accords de Paris de 2050, il faut que les émissions carbone moyennes d'un Français passent de 10 tonnes à 2 tonnes par an. Donc autant vous dire qu'on a tous énormément de travail pour y arriver. Très bien placé, très triste du chemin, placé. Oui. Très joli. Fallait le faire. Donc la seconde main, bien évidemment, moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a certaines dérives, dans le sens où on peut se dire le fait que la seconde main existe va me permettre moi en tant qu'acheteur d'acheter plus en me disant je vais facilement pouvoir revendre. Pour vendre, il faut bien acheter avant. Et exactement. La réalité, c'est que nous, chez le Tricycle, on est persuadé que la seconde main doit être accompagnée de pédagogie. On doit accompagner les consommateurs et en faire des consommateurs. Faire en sorte que ils achètent de la seconde main de manière raisonnée. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous achetez de la seconde main que vous pouvez en acheter 10 fois plus. L'idée, c'est d'acheter la même chose que vous achetiez avant en neuf, cette fois-ci en seconde main. Et peut-être moins si en fait vous n'aviez pas besoin d'autant de vêtements, d'autant de jouets. Donc c'est quelque chose de plus complexe. Pour vous, le consommateur n'est pas en train de devenir un conso marchand qui achète sans même savoir s'il en a besoin, parce que de toute façon, il y a l'opportunité des sites de revente. Alors bien évidemment, tout n'est pas tout blanc, tout noir, et dans n'importe quelle tendance de consommation, il y a des pas forcément tout le monde, mais ça peut être une dérive, effectivement. Bien évidemment, c'est une dérive. Après, selon moi, s'il faut passer par cette dérive et qu'une partie de la population passe par cette manière de consommer pour, dans un premier temps, s'habituer à porter de la seconde main, peut-être que c'est une bonne chose plutôt que qu'ils continuent à acheter uniquement des produits neufs fabriqués à l'autre bout du monde. Alors on parlait du don aux associations comme Emmaüs par exemple, et je prends cet exemple parce que j'ai le chiffre. Seulement 5% des textiles donnés à Emmaüs finalement sont recyclés et revendus. Patrice Duchemin, oui, parce qu'en fait il y a d'abord quand même un loup de la coupe aux lèvres. Oui, c'est long, et effectivement, mais en fait les 5%, il faut pas les regarder de façon négative. Il faut les regarder comme le début d'un nouveau système, c'est que ça va aller très lentement. Par contre, je crois qu'on est d'accord, Théodore et moi, c'est que je pense qu'on est au début aujourd'hui de la circularité et de la seconde main. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, il faut peut-être que la seconde main s'associe, d'ailleurs c'est ce que fait Tricycle avec des associations, donc remettre du don dans la seconde main, mais en même temps, on l'a pas encore évoqué, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'au sein de la seconde main, maintenant, il y a une forme de hiérarchie. C'est-à-dire que je vais utiliser un mot qu'on n'a pas encore utilisé, qui est le mot vintage. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde des jouets, il y a des jouets qui disparaissent. Premièrement,
régulièrement. C'est-à-dire que les jouets aussi ont des durées de vie courtes. Et puis il y a des parents qui aimeraient bien offrir à leurs enfants les jouets qu'ils ont eus quand ils étaient enfants. Il y a une espèce de mise en abîme intergénérationnelle qui est extrêmement intéressante dans le succès actuel, qui fait que les parents sont d'autant plus volontaires pour offrir à leurs enfants des cadeaux, que ces cadeaux ont été même les cadeaux qu'ils avaient reçus. Voyez, et donc il peut y avoir demain une forme de jouet vintage, un peu comme on va trouver un vieux sac, des vieilles chaussures, etc. Pas parce qu'elles sont moins chères, pas parce qu'elles sont griffées, mais aussi parce qu'elles ont disparu. Donc il y a une nouvelle quête de la rareté. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études de marketing pour comprendre qu'aujourd'hui le marché de la seconde main, il est à un stade zéro et que progressivement il va s'inventer, il va se structurer, il va se catégoriser, il va être associé à de nouvelles promesses, et donc on est qu'au début d'une mutation. Vous nous dites que le marché de la seconde main, c'est aussi la source du plaisir de dénicher la perle rare. Tout à fait. Alors là, je crois beaucoup à ça, parce que justement, dans un monde d'un inflationniste, où le pouvoir d'achat est tendu, je trouve que quand on va acheter de la seconde main, on peut avoir retiré le même plaisir qu'un produit neuf, un plaisir qui sera nourri et accru par le fait d'accéder à quelque chose qui sera hyper rare. Et donc là, il y a encore une nouvelle motivation totalement inattendue et imprévue pour les économistes classiques, qui fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir de la jouissance et du plaisir, alors qu'on n'arrête pas de parler de frugalité. Non, c'est pas. Il faut plutôt réfléchir comment on peut mettre le plaisir dans la frugalité. Bien, une manière de mettre du plaisir dans la frugalité, c'est justement d'associer du plaisir à la quête de la seconde main. Il peut y avoir dans la trouvaille d'un jouet qui a disparu, ou d'un jouet rare, ou d'un jouet qui nous rappelle des souvenirs particuliers, beaucoup plus de plaisir qu'un jouet acheté dans une grande enseigne de distribution. Je reviens une seconde sur cette opposition qu'on pourrait faire entre le marché de l'occasion, le fait de vendre des produits de seconde main en ligne, et donner aux associations. On constate dans ces associations que non seulement la quantité de dons diminue, mais qu'aussi la qualité baisse énormément. C'est-à-dire que les gens font le tri. Il y a ce qu'on peut revendre parce que c'est pas trop abîmé, pour faire court, et puis il y a ce qu'on donne pour s'en débarrasser. Oui, tout à fait. Ça illustre parfaitement cette idée de hiérarchisation de l'offre. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le marché de la seconde main comme un marché uniforme. On a une marché de la seconde main low cost, on va dire, qui est dans les produits dont on a du mal à disparaître qui ont du mal à disparaître parce qu'ils sont moins désirables ou plus abîmés. Et puis il y a à l'opposé une offre de seconde main haut de gamme, si je puis dire, qui serait rare et qui serait un peu comme des sacs vintage dans la mode ou des chaussures vintage. Donc tout ça est en phase de structuration. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a des nouvelles habitudes de consommation, et que face à l'inflation, face aux difficultés et face à tout ce côté un peu morose qu'aujourd'hui que l'on peut associer à la consommation, je trouve qu'il y a une formidable vitalité des consommateurs. C'est-à-dire que même s'il y a une tension sur le pouvoir d'achat, on va trouver par la seconde main, mais aussi par les bons plans, mais aussi pourquoi pas, parce que sur l'univers du jouet, je me demande toujours pourquoi on fait pas des abonnements à des jouets. Tout à l'heure, Théodore disait que le jouet avait une durée de vie de 8 mois, mais moi, en tant que spécialiste du marketing, aussi à mes heures, eh bien, je me dis, on pourrait faire des jouets sur abonnement, c'est-à-dire qu'on prend des jouets, un abonnement de 12 mois, et puis au bout de 12 mois, voilà. Et donc, c'est encore une autre manière d'interpréter la seconde main. Donc, vous voyez, en fait, ce que moi je retiens surtout, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus rien retenir. Je retiens qu'on ne veut rien retenir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la maison, le foyer est un lieu de passage, un peu comme un aérogare. C'est-à-dire que c'est un lieu de passage, les produits passent, les produits vont et viennent. Avant, les produits finissaient dans la cave ou au grenier. Et bien aujourd'hui, ils font que passer. C'est plutôt vertueux. Il y a effectivement cette tendance qui se développe de l'allocation de tout. Le rabonnement, location, ça existe pour les jouets, voilà. Il y a évidemment pour les meubles, il y a même pour les vêtements, les chaussures, etc. Quand on en a besoin pour une occasion ou pour un certain temps avant. Pour des bagages, par exemple. Vous voyez pourquoi accumuler des valises toute l'année dans une cave pour l'utiliser 2 semaines par an. Tout est Alors, on en vient à cette tendance plus récente et qu'on voit émerger fortement. Ce sont les marques elles-mêmes qui développent un circuit de l'occasion dans leurs magasins. Elles reprennent leurs produits plus ou moins usés, elles les remettent en état si besoin et elles les revendent en ligne ou directement donc dans leur boutique. Des marques de vêtements, de chaussures, de montres, y compris des marques de luxe se sont lancées sur ce secteur et ont créé des rayons spécialisés. Quel est l'objectif pour ces marques, Patrice Duchemin? C'est extrêmement simple, c'est la peur. C'est la peur. C'est-à-dire qu'en fait, le marketing horreur du vide, voilà, c'est quand même une leçon qu'il faut toujours avoir en tête. Donc, les grands acteurs de la grande distribution, voyant une part de marché, une partie de leur marché qui leur échappe. C'est valable dans le textile, c'est valable dans le jouet, mais ça peut être valable dans beaucoup d'autres domaines.
domaine, dans le domaine de l'électronique grand public, etc. Eh bien, en fait, ils se disent, plutôt que de laisser partir ça sur Vinted ou chez Tricycle ou sur Le Bon Coin ou encore ailleurs, eh bien, on va l'organiser nous-mêmes, parce qu'en fait, ce sera toujours l'occasion de récupérer un peu de marge. Mais surtout, l'objectif, c'est pas de la marge, c'est que quand une enseigne organise sa seconde main, premièrement, elle assure que des gens vont venir dans ces magasins, donc ça assure du flux dans notre jargon, c'est-à-dire que les gens vont venir en magasin parce que click and collect et tout le bazar, donc en fait, ils vont venir, et ce sera encore plus important, eh bien, la marque sera présente dans leur esprit, c'est-à-dire que la marque va pas disparaître, donc la marque va pas devenir ringarde, la marque va pas devenir une oubliée de la modernité. Et donc, pour une enseigne, bien sûr qu'organiser la seconde main, c'est gagnant-gagnant. Et même, vous avez aujourd'hui des enseignes, par exemple des sites internet de déstockage, dont le plus connu, qui organise aujourd'hui sa seconde main en donnant de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, les vêtements de seconde main qui sont vendus sur ces sites passent par les mains d'une créatrice, entre guillemets, qui va les upcycler, c'est-à-dire qu'ils vont les assembler, qui va les customiser, qui va les transformer. Et au final, le vêtement, mais ça peut être aussi valable pour le jouet, le vêtement, l'objet, le jouet, eh bien, qui passe dans une entreprise de seconde main, en repassant ensuite dans les mains d'une créatrice, va gagner encore de la valeur et va être remis sur le marché avec une idée de rareté, de création artistique. Vous voyez, donc le cheminement, la seconde main peut être aussi à l'origine d'une activité ou d'une création culturelle ou d'une création artistique. Théodore Chastel, pour le tricycle, ça vous ouvre des perspectives, effectivement, cette articulation qu'il peut y avoir entre les enseignes avec pignon sur rue, des boutiques, etc. Et puis vous, votre activité qui pour l'instant est uniquement en ligne. Tout à fait, et exactement. Alors on constate à la fois que les enseignes spécialisées de jouets ont toutes, au cours des derniers mois, lancé des opérations par rapport à la seconde main. Donc ça peut être des magasins dédiés à la seconde main, alors que historiquement, on parlait d'acteurs de retail traditionnels qui faisaient uniquement du neuf. On peut bien évidemment avoir aussi des corners, comme le disait Monsieur Duchemin. Et on remarque également que les marques prennent ce sujet à bras-le-corps et sont aujourd'hui dans l'obligation, avec la dernière loi qui est passée, de faire en sorte de trouver des débouchés à leurs jouets, et aux jouets que leurs clients achètent. Encore récemment, j'ai été contacté par une grande marque internationale, par le siège France, qui voulait trouver un acteur leur permettant de mettre en place des choses concernant la seconde main. Donc on est contacté par des acteurs. Nous, on a l'ambition de travailler main dans la main avec les marques, les distributeurs, pour mettre en place des choses, mettre en place de la logistique et s'appuyer à la fois sur la technologie et la logistique pour faire en sorte que la chaîne de valeur de la seconde main soit rentable et économiquement viable pour l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est un point très important. Longtemps, la seconde main a été laissée de côté parce que d'un point de vue rentabilité, pour les entreprises, c'était quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, on pense qu'on a tous les outils à disposition pour faire en sorte que ça soit une opération gagnant-gagnant pour les marques, les enseignes et les acteurs comme le nôtre. Une complémentarité vertueuse en quelque sorte. Je rappelle quand même que le marché de l'occasion, 9 milliards d'euros en France, c'est un gâteau que tout le monde regarde avec gourmandise, évidemment, que ce soit les acteurs du secteur ou les grandes marques, les enseignes, y compris les grandes surfaces d'ailleurs, qui pour certaines ont mis en place parfois avec des partenaires justement des corners, des stands dans leur enceinte, et ça fonctionne plutôt bien. Tout à fait. Ils ont vraiment tout intérêt à se réinventer. C'est pas quelque chose de facile pour eux, dans le sens où la logistique de seconde main est très compliquée. On est sur des produits uniques. C'est des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de gérer. Donc ils ont tout intérêt à s'appuyer sur des spécialistes. Patrice Duchemin, pour terminer, juste un mot sur un autre sujet, mais qui est connexe. Dans quelques jours, le 11 janvier et pour 4 semaines, ce seront les soldes d'hiver. Et oui. Est-ce que ça a encore un intérêt? Non. Encore un sens en 2023? On voit bien que les soldes. D'abord, il y a eu le Black Friday qui a cartonné cette année, donc à la fois pour préparer Noël et parce que tension économique inflationniste. Donc on voit bien que d'année en année, les soldes ont de moins en moins de réalité. D'abord parce que les acteurs des soldes se sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à force de faire des soldes privés, des pré-soldes, des pré-ventes, etc. Depuis ce matin, je ne cesse de recevoir des mails de pré-soldes, de soldes privés, alors qu'on est que le 26 décembre. Donc ça, c'est une manière de dire, les soldes, ça n'a plus aucun sens. Et puis en plus, les soldes, c'est vraiment un modèle dépassé, au sens où c'est un modèle qui appartient au monde d'avant. C'est-à-dire que pour donner de l'actualité
inviter au solde, il faudrait thématiser les soldes, faire des soldes du Made in France, faire des soldes du Made in local, faire des soldes thématiques, par exemple, pourquoi pas que des soldes des jouets après Noël, ou que des soldes des doudounes au moment où Pâques arrive, etc. C'est-à-dire qu'il faut réinventer le concept même de solde, parce qu'effectivement, on le voit comme pour la seconde main, eh bien, ça sera le mot de la fin, je vous promets parce que je suis trop bavard, eh bien, on voit bien que le futur de la seconde main, c'est la main dans la main. Et donc, c'est pas, donc on change de main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la seconde main qui sert, la première main va servir aussi, surtout si elle s'associe main dans la main. Et en fait, aujourd'hui, les soldes devront devoir aussi intégrer ceci, parce que pourquoi pas demain, des soldes de produits aussi de l'économie solidaire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur Sud Radio. Merci. Longue vie au tricycle. Et on se retrouve après les infos pour parler de vos vacances, d'économie, de l'économie, du tourisme durable ou responsable, comme on veut. Il est 11h59. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.